Bonjour à tous. Je suis venu vous présenter l'architecture hexagonale pour les nuls. Je dois vous avouer que la présentation avait un autre titre avant, c'était architecture hexagonale pour les développeurs Spring. Mais les comités de CFP m'ont demandé de renommer le talk. Étant développeur Spring moi-même, je ne sais pas comment je devais le prendre, mais voilà. Pourquoi je vous parle d'architecture hexagonale? Parce qu'en fait, j'ai eu un problème à régler sur du code qu'on avait, sur des stories qui étaient trop lentes, sur des choses difficiles à faire, alors que ça paraissait simple d'un point de vue product manager, ce que je suis plus maintenant. Et en fait, je suis revenu dans le passé, en 2002-2003, quand j'étais moi-même jeune développeur, sorti d'études, où on faisait du Ant, avec du Java 1.4 de mémoire. Et je me suis aperçu qu'il y avait deux communautés à ce niveau-là. Vous avez les speakers DDD, donc ça c'est un des membres de mon équipe, Jérôme, et il y a plein de speeches DDD, il n'y en a jamais eu autant à Devoxx que cette année. Vous avez des conférences de Craftman, et par exemple, il y a Thomas ici présent avec Cyril, je ne sais pas s'il est dans la salle, qui ont fait une superbe université il y a 3 ans, 2014 ou 2015, de 3 heures sur le DDD, l'architecture hexagonale et tout ça. Le seul problème, c'est que la première ligne de code est apparue au bout d'1h57. Et pour quelqu'un de pragmatique comme moi, j'étais très impatient de voir la suite. J'ai mis en 1,5 pour aller plus vite, etc. Et voilà, c'est très frustrant. Et les exemples de code que vous voyez dans ces conférences, dans ces talks, il n'y a pas de framework. Toutes les injections de dépendance se font à la main. Tout se fait à la main. Et donc, quand vous discutez avec un développeur Java, ou Kotlin, pour faire plus hipster, plus moderne maintenant, pas de framework. Ce n'est pas un cas réel, c'est comment j'utilise ma vraie application. Et c'est quoi ma valeur? Moi, je fais des architectures en couches depuis des années. Qu'est-ce que ça m'apporte en plus? Le vocabulaire, il est un peu difficile à comprendre. À quoi ça me sert? Quelle est ma valeur? Et donc, il y a ces deux mondes qui, pour moi, ne se parlent pas, qui ne sont jamais autant parlés. Et ce talk, rien que le titre peut être une sorte de troll, de mettre architecture hexagonale et Spring dans la même phrase. Voilà, on a deux univers sur lesquels je veux essayer de créer des ponts, pas les opposer, mais lier les deux. Donc je vais vous parler d'architecture hexagonale sur un cas d'exemple Spring réel, avec un code très simple, parce qu'on n'a que 30 minutes, mais pour permettre vraiment d'atteindre ça. Donc, je viens de perdre 3 minutes d'un coup sur le compteur, c'est intéressant. Et l'autre raison, si je cite Cédric Champeau, donc c'est Gradle Cédric Champeau dans un des cascodeurs, c'est parce qu'on est grand, on arrête de mettre des couches. Cette blague ne marche pas en anglais. Et le petit ourson est une référence à une petite équipe de devs qui aident les startups. Ils sont assez jeunes et ils font beaucoup de J-hipster. C'est pour ça. J'y reviendrai plus tard. Donc, je suis Youn Chéné, je suis le CTO de Sagi. Je suis un CTO breton parmi les équipes normandes. Heureusement, maintenant, on fait du remote first. Et mon prochain rêve, c'est d'avoir des développeurs à Rennes, à Vannes, à Brest, etc. Parce que bon, c'est pas facile tous les jours, j'ai mon drapeau breton à mon bureau. Et pour ceux qui me connaissent dans les communautés, donc je suis dans l'organisation de Codeurs en scène, j'aide pour Devoxx for Kids et tout ça. Et donc à Sagi, on fait une plateforme pour les data labs avec du DevOps, de la data fabric, de la data gouvernance, de la GDPR. Et je vais vous parler d'une partie du code qu'il y a dans cette data fabric, qui m'a fait regarder comment ça se ce que les gens faisaient autre part, etc., au-delà des architectures en couche. Le principe, c'est mon nouveau jouet, il faut juste qu'il fonctionne. Hop, c'est bon. Excusez-moi, hop. Hop, voilà. On a des data scientists qui ont posté des jobs, donc c'est du Python, du R, du Spark, etc., et par exemple, du Spark, c'est distribué, ça va aller sur des data nodes pour jouer des jobs distribués. Si vous faites du R, ça va sur des choses où il n'y a que du CPU, c'est du code centralisé, comme votre code Java. Vous pouvez paralléliser sur les cœurs, vous ne pouvez pas distribuer sur les serveurs. Si vous faites du Keras ou du TensorFlow, ça va aller sur du GPU. Si vous faites une application, ça va être sur des serveurs qui ont les bonnes spécifications. Et le problème que j'avais, c'est qu'il y avait des choses qui devaient aller sur la partie app DataVis, mais qui allaient sur les data nodes. Donc des applications, et en gros, ça pompait toute la mémoire sur les data nodes pour tous les calculs distribués. Et j'avais beau demander, redemander la story, ça prenait du temps, on ne comprenait pas pourquoi. D'un point de vue product manager, c'était 3 ifs. Je suis développeur à la base, donc je ne comprenais vraiment pas le problème. Et donc le point,
c'est que c'est une architecture en couche. Ce n'est pas du Spring, mais c'est du Symfony. C'est grosso modo la même chose, avec des parties contrôleurs, des parties services, des parties DAO. L'architecture en couche, que vous pouvez, par exemple, si vous lisez le livre de Julien Dubois sur Spring, ça décrit très bien l'architecture en 5 couches, etc. Le point, c'est que voilà, ça ne marchait pas. Je me suis dit, bon, bah, je vais le coder moi-même. Et en plus, je me suis donné un deuxième challenge, c'est que je l'ai codé en offline, parce que j'étais dans l'avion, j'avais que ça à faire. Et coder en offline, c'est pour ceux qui ont codé dans les années 90. Il fallait réfléchir. On n'avait pas Stack Overflow à l'époque, rien du tout. Et donc, j'ai trouvé une première règle, un premier morceau de if avec des conditions dans un service. Je fouille, un deuxième. Donc, c'est réparti sur 2, OK, il y a moyen. Et après, ouais, mais c'est bizarre, il n'y a pas tous les cas que j'ai demandé. Et donc, je regarde, et là, je vois des morceaux de if dans les DAO, et même dans 2 méthodes d'un DAO. Et là, j'ai mieux compris pourquoi c'était compliqué. Parce qu'une règle simple, d'un point de vue product manager, elle est devenue très complexe. Et la règle que j'ai refactorée à la fin, ça a donné ça. If, else, avec 2-3 conditions. Pour tout le monde, c'est du PHP. Faut pas être choqué, il faut tout. Mais voilà, ça reste des if dans n'importe quel langage, c'est pas un problème. Et ça, je l'ai externalisé dans une méthode qui avait quasiment plus de dépendance externe. Il y a, vous voyez, encore un peu de mode this. En gros, vous avez un this.managerconfig.getCapsule. En gros, c'est quelque chose qui a été injecté. Mais à la fin, je l'ai isolé quasiment dans une méthode à elle toute seule où je mettais mes règles métiers. Et franchement, quand on voit ça, et ça, on peut se dire qu'il y a un problème. Peut-être qu'on est une industrie qui n'apprend pas assez vite. Parce que là, d'un point de vue product manager, c'est facile. Vous pouvez itérer, vous pouvez changer les règles, vous pouvez trouver les bugs, vous pouvez tester plus facilement. Et alors qu'à la base, c'était ça. C'était quelque chose de simple qui est devenu complexe. Et ce qui se passe, c'est qu'avec toute l'inertie qu'il y a dans les projets, les nouvelles arrivances, une architecture en couche, au fur et à mesure, vous arrivez à ça. Même si vous pouvez me dire, ils sont nuls, pourquoi ils n'ont pas mis juste les règles dans un service, dans la partie service. C'est juste que par inertie, on arrive à ça. Et donc, faire ça, c'est, si je reprends les écrits d'Eric Evans de 2002-2003, je vous avais dit dans le passé, il n'y a rien de neuf, c'est comment je gère la complexité dans le cœur du logiciel. Comment je gère ça? Comment j'évite de me retrouver dans cette situation pour un cas très très simple? Si je reprends son copain Alistair Cockburn, c'est le premier schéma sur l'architecture hexagonale. Vous aurez vu qu'au niveau couleur et marketing, vous comprenez pourquoi ça ne s'est pas trop diffusé, parce que c'est quand même c'est du Paint, quelque chose comme ça. Mais c'est ça que je vais vous expliquer maintenant avec un exemple réel. Si vous regardez sur Google, vous aurez aussi les onion architecture, les clean architecture, etc. D'un point de vue de CTO, c'est grosso modo la même chose. Le vocabulaire change un peu. Des experts vont vous dire c'est un peu différent, mais d'un point de vue de concept, pour moi, c'est très très proche. Et donc, je vais vous montrer une architecture hexagonale, simple. On va essayer de la complexifier à la fin, sur du Spring Boot. Et on va commencer par le domaine. Première règle, dans votre domaine, vous ne mettez pas de framework ou de grosse dépendance de bibliothèque. Après, il faut être intelligent. Waver, vous avez le droit. Guava, vous avez le droit. Hibernate? Non. Spring? Non. Voilà. Mais voilà, si c'est des trucs de traitement, de fonctions, comme du Guava, comme du Waver, comme des traitements textuels, vous pouvez. Si c'est une grosse dépendance qui vous apporte plein de choses, ou que ce soit l'infrastructure, n'y allez pas. Deuxième règle, vous appelez tout ça de l'extérieur. Le domaine n'appelle pas l'extérieur pour ne pas avoir de dépendance. On va y revenir. Et donc, je vais vous demander tous de répéter après moi. Ils l'ont fait à Lyon, ils l'ont fait à Tours, ils l'ont fait à Rouen. J'espère que dans l'amphi bleu, ça va donner, parce qu'à la base, c'était un quickie quand même pour 6 développeurs chez moi. Pas de code d'infrastructure dans le domaine. À vous? C'est un peu Blueby, encore plus fort? Merci. Vous l'aurez répété 2-3 fois, hein, vous inquiétez pas. C'est la seule chose à retenir de ce talk.
Et donc, on va aller sur le domaine. Donc, on va avoir un domaine. Je vais vous montrer un petit side project que je finirai un jour. C'est pour soumettre des features et mettre des notations et des votes sur des features. Donc, je fais ma nouvelle super feature. Je fais du franglais, c'est pas grave. Je mets une description. Je l'ajoute. Donc là, on a ce qu'on appelle un CRUD, très simple. Alors, je mets CRUD en avant parce que CRUD en DDD, ils n'aiment pas ça. Mais voilà, c'est souvent on fait ça, on fait de l'administration, etc. Et donc, ce domaine, il ressemble à ça. Je vais vous étendre un petit peu cette partie-là. Donc, j'ai divisé mon code en deux parties. Donc là, vous avez votre package métier habituel. Et j'ai mis une partie domaine et une partie infra. Puis après, mes configurations Spring à part. Là, mes tests par domaine et de la partie infra. Je vais sur le domaine. Vous avez des features, une fonctionnalité. Donc, c'est du Kotlin. Pour ceux qui ne connaissent pas le Kotlin, vous avez le data, là. Ça vous génère vos getters, vos setters, vos hashcodes, vos equals. Et ce que vous impose Kotlin, c'est de toujours avoir une valeur par défaut pour pouvoir avoir le moins de nuls possible. C'est pour ça que vous avez des empty lists, etc. Et là, vous avez une première règle métier, qui est en fait une variable composée, où ça va vous calculer le score en fonction de tous les votes de la liste de votes qui se trouve ici. Donc, comme c'est du Kotlin, ça ne prend pas de place, il y a une fonction, et là, vous faites la somme. Donc, une toute petite règle métier dessus. Ensuite, vous allez sur la partie vote, où là, j'ai une note et un auteur, et là, j'ai une première règle métier un peu plus compliquée. Pour expliquer cette règle métier, je vais vous montrer les tests. Et donc là, je vais pouvoir tester ma règle métier. Ma règle métier, il dit, ne croyez jamais ce que vous donne le JavaScript. Si le JavaScript vous envoie +5 sur le vote, ce qu'on fait entre parenthèses, tous les sites web des politiques pour les soutiens, de tous les partis, tous entiers. Hein. Mélenchon, Macron, tout ça, on cliquait +1, ça faisait +4. Et donc, c'est une règle pour consolider ça. Et donc, voilà, on essaie de mettre plus de 10, on vérifie que c'est bien +1 à la fin pour les votes. C'est pour éviter que les cells s'y trichent, si jamais ils savent utiliser le JavaScript et tout ça. Et donc, on a une règle métier qui est assez simple pour l'exemple. Hop, je vais sur le bon écran. Ensuite, pour accéder à ce domaine, ces objets et ces méthodes, il va falloir créer des accès. La château hexagonale, c'est la métaphore avec tous les forts de la fin des années début de la Renaissance, fin du Moyen-Âge, où pour gérer les flux, pour gérer les entrées, pour embêter les maladies de rentrée et tout ça, il y avait des ports très contrôlés sur les forts. Et quand c'était en zone maritime, des ports. Et donc, on va gérer des entrées et des sorties, des I/O dessus. Le premier type de port, dans la littérature, c'est les ports primaires. Donc, c'est des méthodes qui sont appelables depuis l'extérieur. Par exemple, votre API va pouvoir appeler votre domaine. Donc, c'est ce que l'infrastructure va vous appeler. Et donc, ça va être des méthodes avec des règles à l'intérieur. Je vais revenir sur le code après. L'autre partie, c'est les ports secondaires. C'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est des interfaces. Ça ne fait rien, mais ils sont appelés à l'intérieur du domaine. Comme ça, le domaine peut appeler l'extérieur sans avoir de dépendance technique sur l'ensemble. Et c'est ce qui va permettre d'écrire dans des bases de données, d'envoyer un message Kafka, d'appeler une API externe, etc. Hop, je vais un peu trop vite. Donc je reviens à mon code, donc j'ai organisé et j'ai mis tous mes ports, donc chose de port, j'ai mis primaire, secondaire. Pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de convention là-dessus. Donc c'est une proposition par rapport à tous les différents GitHub que j'ai vus. Et donc je prends le premier port primaire. Là, juste, vous avez une petite annotation, ça vient du projet de l'équipe de Cyril Martrer pour documenter les classes. C'est juste de la documentation pour dire que ça, c'est un domaine service, donc c'est un service appelable depuis le domaine. Et donc vous avez différentes méthodes, et ici vous voyez qu'il prend en argument feature records,
qui est le port secondaire, qui est le port qui va permettre d'appeler l'extérieur, d'envoyer des messages, d'écrire dans une base, de lire des bases et tout ça. Et vous avez quelque chose de très classique. Et bien sûr, le feature method, pour le moment, c'est juste une interface. Pour tous ceux qui ont fait de l'injection de dépendance et du Spring, c'est assez classique. Je reviens sur la suite. Ces ports, il va falloir les appeler. Et pour ça, les classes d'appel, ça vont s'appeler des adapteurs. Il faut penser plus large que votre application web. Bien sûr, ça va être votre API en Spring Boot qui va appeler votre adapteur et tout ça. Nous, on fait du big data. En big data, il y a beaucoup de batch, des entraînements de modèles, etc. Donc le batch est toujours vivant, n'a jamais été aussi vivant. Quand on vous parle d'AI, c'est des batchs. Et donc, voilà, votre batch peut aussi appeler votre domaine. Et de l'autre côté, vous allez avoir des adapteurs plus sortants, où ça appellera du MySQL, du Postgre, du MongoDB, tout ce que vous voulez, appeler de l'API externe, etc. Et ils vont se brancher sur les différentes interfaces que vous aurez définies en tant que port. Et enfin, si vous regardez la littérature, des fois on a juste envie d'appeler ça port pour ne pas les différencier, mais si vous prenez l'ensemble des présentations, vous avez port primaire, port secondaire, ou driving port, driven port, donc je ne vais même plus le dire en français, et les ports input, output, les ports entrée et sortie. Donc c'est les différents vocabulaires que vous allez retrouver pour que pas vous soyez perdu quand vous regardez des GitHub, quand vous regardez de la doc, des blogs et tout ça. Et en gros, si je simplifie au maximum, vous essayez de rendre le plus clean possible votre domaine au milieu, et tout le bazar pour gérer l'infrastructure. Là, vous avez vos try-catch exceptions parce que l'API ne répond pas, parce que vous avez un code retour, etc. Vous la gérez dans les adapteurs autour de ce domaine. Votre discipline, c'est de ne pas mettre de règles métiers là-dedans et toujours les remonter dans le domaine sans avoir aucune dépendance. C'est pourquoi, dans l'exemple, c'était compliqué, parce que derrière nous, ça appelle des frameworks de containerisation, etc. C'est des API un peu pas très matures, un peu pénibles. Au bout d'un moment, les règles se sont retrouvées décalées dans les DAO. Et là, nous, on est en train de passer d'un monde de Mesos à un monde de Kubernetes, c'est-à-dire qu'on change complètement l'API d'appel, et on est obligé de recentraliser toutes les règles métiers à un endroit. Et du coup, là, le travail, il est 10 fois plus important. Et les tests étaient même plus compliqués à faire, il va falloir qu'on les simplifie. Je zoome ensuite, après, sur la partie infrastructure. Alors, je vais vous sauter rapidement ça pour vous montrer le code directement. C'est maîtrise au cas où ça ne marche pas. Donc, dans la partie infrastructure, je prends la partie primaire, je prends le REST controller, et donc là, je fais... excusez-moi, j'ai été beaucoup trop vite. Et là, je commence par le port secondaire, donc le port qui va appeler MongoDB. Et là, le plus important dans le projet, c'est les imports. Là, vous avez des imports sur Kmongo, qui est une couche pour Kotlin pour appeler Mongo, sur MongoDB, sur Spring, alors qu'ici, vous n'avez que des imports du domaine ou d'une petite bibliothèque qui permet du traitement de données ou de la documentation. Et donc ici, vous avez du Spring très classique. Le seul point, c'est que ça implémente Feature Records, qui est depuis mon port secondaire. Et donc, vous allez implémenter les trois méthodes, get all feature, add feature, vote. Là, vous avez de l'infra classique, où vous appelez du MongoDB, du find by one ID. Vous pouvez là de la modification très partielle, etc. Donc, rien de nouveau sur le soleil. Et donc là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez implémenté en mémoire un Spring, un add repository, qui va parler à Kmongo. Le point, c'est que il reçoit des objets du domaine en entrée par l'interface. Et par contre, pour Kmongo, il parle en DTO. Et c'est le point, on va dire, le plus pénible. Pour avoir cette indépendance, dans vos objets, ça, le @MongoID, c'est interdit. Parce que vous incluez une dépendance avec votre framework et tout ça. Et là, en plus, là, le KMongoID, j'utilise la version précédente. Vous prenez la version 4, ils ont tout changé, tout. Et donc, ça permet de le rendre indépendant. Et donc là, vous avez un DTO
qui, le moment, copie exactement les champs. Dans pas mal de cas, souvent, vous avez un domaine et après, ça va se diviser en 3-4 parties. Une partie pour l'API, une partie pour Kafka, une partie pour une base. Et donc, vous avez des trucs un peu pénibles ici de mapping, de champs, etc. entre les deux. Comment je passe du DTO au domaine modèle, quand je passe du domaine au DTO, etc. Donc, quand c'est pas bien, je le dis aussi. Donc, c'est la partie qu'il faut gérer en plus. Hop. Donc, je continue. Maintenant, je vais initier mon application Spring, très classique, avec le Spring Boot application qui apprend la configuration, on run le truc. Et ça, du coup, on a l'application Spring Boot qui instancie le bin at repository. Pour le moment, rien ne marche. Maintenant, je vais vraiment faire l'adaptateur primaire. Excusez-moi. Hop. Et donc, mon adaptateur primaire, je vais y arriver, ici. J'ai mon addressController de Spring, mon request mapping, mon get mapping. Là, j'ai ma documentation pour dire que c'est un adapteur. Il attend un bin de type feature management qui, s'il est présent en mémoire, va être auto-injecté. Et là, il va appeler le feature management. Feature management, juste pour situer, c'est le type du port primaire. C'est lui. C'est lui, là où il y a la règle métier. Donc, il va l'appeler. Pas ça tout de suite. Et faire le mapping, un type de contrôleur, c'est je reçois, si j'ai de la traduction à faire, je fais de la traduction, qui sont maintenant automatisées par les annotations, et j'appelle toute ma partie domaine. Et donc ça, si je continue, j'ai implémenté tout en haut, ici, mon bin REST controller, avec mon Spring Boot application. J'ai ça qui est aussi dans le domaine. Et maintenant, OK, comment j'appelle pour de vrai le domaine? Alors, ce que je vous propose, hop, c'est... Enfin, je vais aller là. Ouais, ça c'est pas mal, ça me fait gagner du temps. Vous dites rien? Hop. Merci, mais je ne vous ai pas entendu. Plus fort? C'est la seule chose à retenir. Et donc, pour arriver à ça, je vais faire ce qu'on appelle une sorte de hack. Après, c'est un point de vue. Je vais passer directement par le code parce que c'est beaucoup plus clair. Ici, j'ai implémenté cette classe qui implémente le add service de Spring, donc add controller, add service, add repository, qui prend en auto-wired feature records. Donc feature records, c'est mon port, mon adaptateur secondaire que j'ai mis dans un bin tout à l'heure. Donc il va se mapper automatiquement. C'est, pour rappel, c'est celui-là, cette interface-là qui est implémentée ici. Le feature records. Donc ce bin qui est en add repository, il passe en mémoire et il va aller ici. Et donc, ça, si on implémente ça, ça va le faire. Et ça, pour qu'ils prennent ça, je le fais étendre de feature management, d'où la récupération du feature record, pour qu'il l'injecte. Et ce feature management, ce bin de type service est maintenant de type feature management. Et si vous regardez là, du coup, feature management, il le trouve, il est en mémoire, et le bin peut être injecté dedans. Je vous passe mon backup. Et du coup, vous avez une partie Spring Boot qui instancie un contrôleur. Ce contrôleur appelle un add service qui n'est juste qu'une coquille vide qui va encapsuler le domaine autour du add service de Spring, qui lui appelle le repository par injection de dépendance, qui passe en DTO et qui appelle le Kmongo, qui appelle le MongoDB. Après, vous me dites, ouais, ton exemple, il est très simple. Et donc, manque de peau, on s'est fait racheter par Cambridge Analytica. Et donc, il va falloir changer les règles métiers. On va faire une nouvelle règle métier. Et donc, je vais aller là. Je rappelle mon snippet. Voilà. Yes.
Voilà, donc je suis fait racheter par Cambridge Analytica, il faut bien faire de l'argent, etc. Donc on va changer un peu les votes pour influencer un peu le Brexit, les différents votes aux États-Unis, etc. Et donc je vais devoir mettre toutes ces règles pourries, etc. et les inclure dans mon code. Et donc là, vous allez pouvoir, à un seul endroit, étendre le domaine, avoir des tests unitaires adaptés à ça. Hop. Ou vous avez le test à la fin sur Poutine pour savoir si ça fonctionne. Et si vous regardez, l'intérêt de ce test unitaire, c'est qu'il est rapide. Il est rapide à exécuter parce que si vous allez dans les imports, vous n'avez vraiment pas grand-chose. Vous n'avez aucun apport de framework, etc. Et là, vous pouvez ajouter votre complexité et scaler votre code. Mais le petit hack que j'ai fait au milieu pour encapsuler dans le add service le domaine, ça a quand même un gros intérêt. C'est que Spring Boot est dans son cas nominal. Vous ne déformez pas l'utilisation de Spring Boot. C'est comme Maven. Hein. Souvent, les gens qui se plaignent de Maven, c'est juste parce qu'ils l'utilisent pour des choses qui ne sont pas prévues pour. Et l'architecture hexagonale est respectée. Et votre domaine reste clean. Vous avez externalisé toute la partie Spring, infrastructure, connexion à MongoDB, exposition en HTTP, autour du domaine, sans polluer le domaine. Donc, Spring dans son cas nominal et votre domaine dans son cas nominal, en séparant les deux, en séparant les concerns. Donc, mes domaines avec des règles très claires au milieu, tout le bazar d'infrastructure autour, et dont le domaine, vous pouvez le réutiliser pour différents cas d'usage. Vous pourrez retrouver l'ensemble des exemples sur le GitHub. Le projet va évoluer dès que j'aurai un peu de temps de code, c'est-à-dire au mois d'août. Et si on prend les avantages et les inconvénients, parce que c'est toujours la bonne solution devant le bon problème. Il faut avoir des règles business claires, un domaine clean, que vous pouvez limite implémenter avec du métier à côté pour itérer, changer les tests. C'est un gros avantage. L'autre point, c'est que pour les tests, vous allez vraiment beaucoup plus vite. Le bout de code que j'ai mis, le plus dur, ça a été de refactorer les tests. Et ensuite, pour refaire mes tests nominaux, ça m'a pris moins de 10 minutes, parce qu'il n'y a aucun apport de bibliothèque et tout ça. Et c'est rapide à exécuter. Et du coup, quand en 10 minutes, j'ai fait tous les cas nominaux, je pouvais encore consacrer 20 minutes pour les cas à la marge. Les trucs qu'on n'a jamais le temps de faire et qui tombent en prod parce que de toute façon, c'est tellement compliqué de lancer les tests, etc. Et surtout, ça vous donne une meilleure scalabilité de code. Vous pouvez ajouter des règles métiers dans le domaine et ne pas gêner toute la vélocité par la suite. Quand on est une start-up comme nous, c'est important parce qu'il faut s'adapter très vite au marché. Parce que si on est en retard, on a ce qu'on appelle le coût du délai et ça peut avoir des dommages financiers importants. Quand on est CTO, il y a d'autres enjeux. C'est juste pour être payé. Et par contre, les trucs un peu pénibles, c'est la partie gestion d'IDTO avec le mapping. Ça peut être très lourd. J'ai des objets simples. Si vous avez plein d'objets avec plein de champs, ça peut être très pénible. Suite à mes différentes présentations, je commence à avoir des retours sur des libs à droite à gauche à tester pour faire des mappings par introspection automatique ou la génération de classes. Par contre, il faut former et entraîner vos développeurs avec des dojos dans vos équipes, etc. C'est comme tout. C'est des réflexes à changer. C'est des choses à remettre en place, etc. Et un des points faibles, c'est qu'il n'y a pas de convention vraiment de construction du projet, et ça peut manquer de starters comme GHipster. Quand on commençait à du GHipster, vous sortez d'école et tout ça, vous avez quelque chose de bien composé avec les 5 couches. On a l'architecture hexagonale, on regarde tous les GitHub, on compose, on fait comme moi, on simplifie, etc. Et voilà, c'est des choses qui manquent. Donc s'il y en a qui veulent se lancer dans un gros pull request sur GHipster, je sais pas, je n'aurai pas le temps, donc je ne suis pas contre. Et une dernière fois, avant de terminer, et après. Merci. J'ai peut-être le temps pour une question. Et juste avant, il y a Coder en scène le 22 novembre, et c'est gratuit. Et il y aura peut-être encore de l'architecture hexagonale avec Thomas. Merci à vous.